Bonjour à tous. Merci de continuer à suivre cette journée dédiée à la digitalisation et la dématérialisation éco-responsable. Alors, on attend juste nos intervenants qui arrivent tous. Merci beaucoup d'être là. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Sivagami Casimir, journaliste pour le magazine Archimag. Pendant cette conférence, on va surtout s'intéresser au vrac numérique et data. Quels sont les conseils, les bonnes pratiques pour les éviter. Alors nos super intervenants vont en parler bien mieux que moi. Alors je vais vite leur laisser la parole, mais je voulais vous rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions pendant tout le long de cette conférence. Je vais les récolter, les rassembler un peu pour les poser à nos intervenants au fur et à mesure, ou à la fin, on a prévu aussi un temps dédié de questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, pour parler des vrac numériques et data, on a Chloé Moser, adjointe à la chef de la mission des archives de France, chargée des projets de gestion des données, documents et de l'archivage électronique et product manager d'Archifiltre. Nous avons aussi la présence de Flavien Rizoulière, responsable de l'avant-vente, et Quentin Riac, qui est product owner et qui travaille tous les deux pour l'éditeur Spark Archive. Et enfin, Hugo Vellué, expert vrac numérique et consultant chez Cerda Conseil. Merci à tous d'être présents et de partager votre savoir-faire sur le sujet. Je vais commencer par donner la parole à Hugo, qui va nous poser un peu le décor. Hugo, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les vracs numériques et data et quels sont leurs impacts au sein des organisations et d'un point de vue environnemental? Oui, merci Siva. Effectivement, je vais juste présenter. Hop, j'ai prévu un petit PowerPoint. J'espère que on voit pas. Ouais, on voit bien. C'est bon, je pense. Alors, effectivement, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est moi donc qui vais ouvrir le bal sur ce sujet des vracs numériques et vracs de data. Au lieu de vous donner une définition en une phrase, j'aimerais en fait profiter du fait que je suis consultant et également formateur au sein de Cerda. Et donc, j'interviens au niveau des formations sur le vrac. Pour vous donner un peu pêle-mêle, j'ai compilé quelques mots-clés qui sont les plus utilisés quand on demande à nos clients, donc pendant nos missions ou en formation, ce qu'ils entendent par vrac numérique. Donc, à partir de là, essayez de vous proposer justement une définition. Donc, qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Donc, déjà, deux choses. La majorité des gens nous parlent, pour parler du vrac, ce sont des documents. Hein, ce sont des documents, ce sont des fichiers, la plupart du temps, l'on voit en désordre. Hein. C'est-à-dire que c'est mal organisé, c'est mal classé. On a du mal à retrouver l'information. Ensuite, le cas qui est le plus souvent cité également, ce sont les doublons. Hein. On a des doublons, des triplons, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des documents qui sont en 2, 3, voire plus en tant que copie. Également, on se retrouve avec une forte diversité de ces documents, hein, et que je peux raccrocher avec l'idée de format, hein, tout simplement. On se retrouve avec des documents, ça peut être du texte, ça peut être des vidéos, ça peut être des images, etc., voire d'autres formats propriétaires qui peuvent poser problème pour la conservation et le rangement. Mais déjà, si on reste sur le format bureautique, on voit quand même pas mal de cas de figure qui recouvrent ces formats-là. Donc, si on se retrouve avec justement cet ensemble de fichiers, voire de dizaines de milliers de fichiers avec des formats différents, bah, ça va demander un temps, hein, ça va demander un temps de traitement, un temps de tri qui est parfois très chronophage. Et on va nous parler d'outils, mais qui peut prendre vraiment du temps à être traité. Donc, pour le traiter au mieux, bien évidemment, on a le mot métier qui ressort parce que souvent, on a besoin du métier pour venir traiter plus rapidement cet amas de fichiers. Également, bien sûr, qu'on voit aussi dans un vrac numérique, c'est un manque de description, un manque de contexte, un manque de métadonnées, hein. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas, hem, on ne retrouve pas les informations dont on a besoin, hein, puisqu'on a besoin peut-être d'une date ou du nom d'une personne qui a par exemple créé le document. Enfin, souvent, c'est vrai qu'on relie le vrac à l'archivage parce que c'est souvent l'archiviste qui va s'intéresser au cycle de vie de ces documents, de ces données, hein. Donc, ce sont des documents qui sont parfois des archives dès leur création jusqu'à leur destruction, hein, puisque
quand on parlait de tri, c'est aussi l'idée de détruire des documents. Hem, donc le mot archivage, est très important avec 2 outils qu'on retrouve très souvent. C'est le tableau de gestion qui est en fait un référentiel de typologie de documentaire, hein, qui va vous aider à trier, mais également le plan de classement, je vais revenir dessus, hein, le plan de classement qui est primordial, pour, traiter votre vrac numérique. Donc si je dois donner juste, une définition très simple, hein, vraiment en une ligne, sur ce que l'on entend par vrac numérique, hein, on peut dire que c'est un ensemble de centaines, voire de milliers de fichiers et de données, je vais revenir sur la data, qui ne seraient pas organisés, peu organisés, de format et de taille différentes, hein, qui demanderaient, à être traités. Donc également, comme j'ai dit, je vais élargir parce que vous voyez qu'avec, mon amas également de mots-clés, on traite quand même beaucoup, du fichier bureautique, mais bien sûr, il faut élargir, hein, ce vrac à également ce qu'on appellerait la donnée, hein, ce qui est la donnée, structurée, hein, donc c'est un grosso modo ces données qu'on va retrouver dans les bases de données, hein, qui ne sont pas des fichiers, bureautiques. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de dark data, hein, qu'on peut aussi traduire par, données oubliées, par données froides également, hein, qui sont, vraiment qui peuvent recouvrir l'ensemble des données qui sont donc inutilisées, inconnues, voire, et également donc inexploitées. Donc voilà, on a cette, le terme de dark data permet vraiment d'embarquer, le bureautique, et ces données, dites, structurées. Alors, rapidement, quelques causes, hein, les principales, les plus connues. Pourquoi on se retrouve avec des vracs numériques? Donc d'après notre expérience, pardon, la plupart du temps, c'est déjà à cause d'une multiplication des lieux de stockage. Vous avez aujourd'hui, surtout depuis le covid, on a multiplié les lieux de stockage. On se retrouve avec, des messageries, un disque dur donc personnel sur notre ordinateur, on a également des serveurs partagés. On a des outils type SharePoint également pour mettre, nos documents, bureautiques, par exemple. Mais à la fin, on ne sait plus également, on partage certains documents, on se retrouve vite avec des doublons puisqu'on veut le garder également sur notre ordinateur et cetera. Donc on a cet amas de documents, parfois où on ne retrouve plus rien, et ça peut poser problème. La seconde cause très importante, c'est l'absence ou alors, le manque d'adhésion, autour d'un plan de classement, hein. Donc ça veut dire que même si vous mettez un plan de classement dans votre équipe, dans votre service, peut-être qu'il n'a pas l'adhésion de tout le monde et dans ce cas-là, on ne les gens ne préfèrent avoir leur propre plan de classement. On ne met pas tout au même endroit et on se retrouve avec parfois l'accumulation, de documents, heu, dans des dossiers, heu, qui vont poser problème dans les années à venir. Ça va un peu de pair avec mon troisième point, c'est l'absence de règles de nommage, hein. Je l'ai mis également dans mes mots-clés. Les règles de nommage, très important, on en a besoin pour connaître le contenu de notre document. Quand c'est quelqu'un qui a choisi sa propre dénomination, son propre titre de document ou de dossier, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Ça peut nous faire perdre du temps et donc ça, c'est également ce qui qui amène à avoir une augmentation de la volumétrie de nos vracs. Enfin et en fait, tout ce que je vous ai dit avant, ça arrive à un vrai problème que l'on a, c'est qu'on n'a pas, ou c'est peu clair ou inexistant, l'idée d'avoir une politique de gestion des documents et des archives. Sans politique, finalement, eh bien voilà, par exemple, sans politique, on n'a pas cartographié nos lieux de stockage, donc on ne sait pas où on va stocker, voire archiver nos fichiers, nos datas. On n'a pas ce plan de classement, on n'a pas de règles de nommage qui ont été uniformisées à l'échelle de notre organisation, mais peut-être aussi à l'échelle de notre service. On n'a pas ce vocabulaire qui est uniformisé, et cetera. Donc, c'est également donc ce problème, ce manque de politique, qui amène à une augmentation, de la volumétrie, ou l'augmentation, du nombre de vracs. Enfin, pour revenir avant de vous parler d'impact, bien évidemment, quelques risques, hein, les plus connus qui peuvent servir aussi de levier, hein, pour, mettre en place dans son organisation, qui sont à mettre en avant en cas d'augmentation du nombre de vracs, que ce soit numérique ou de data. Donc bien sûr, là, le risque de perte d'informations, on a perdu un document, on l'a supprimé, hein, l'erreur humaine également. On pensait l'avoir en double ou pas et on l'a pas, on a un risque de perte de documents, de perte d'informations.
Également, des fichiers inexploitables. On peut avoir des fichiers dans des formats propriétaires dont on n'a plus les licences. Également, parfois, des mises à jour qui sont faites sur certains formats propriétaires avec des mises en forme que l'on n'a plus, que l'on va perdre, et aussi une perte de contexte. Donc, on perd également de l'information. Bien évidemment, toujours cette idée aussi de la perte de temps. On met plus de temps à chercher un document. Également, on retrouve beaucoup de problèmes autour des risques de fichiers inaccessibles, hein. Tout simplement, le fichier, n'est plus parfois on a des codes, on a perdu les codes de certains documents. C'est aussi ce qu'on retrouve dans des vracs. Heu, J'avais parlé de perte d'information, de perte de temps. C'est aussi le risque de difficulté à partager l'information, puisqu'on ne sait plus également où chercher le bon document. J'en ai parlé, augmentation de la volumétrie avec une multiplication des doublons. Également, si on parle de documents à conserver à long terme, il y a ce problème de format de fichier pérenne, hein, je vous ai dit. Il y a des formats propriétaires, on n'a plus les licences ou on n'a plus les logiciels pour les lire. Ça peut imposer problème sur quelques dizaines, voire quelques années, voire quelques dizaines d'années. On a également le cas, je vous en ai parlé, mais des fichiers non datés, hein. C'est pas parce que vous avez une date de modification que ça doit être la date du document. Ça peut également poser problème. Enfin, point très important, c'est le risque de non-conformité au règlement général à la protection des données, car dans les vracs, on peut avoir des données personnelles et ça, c'est aussi un problème. Donc voilà, les principaux risques. Il y en a d'autres, heu mais là, je vous en ai compilé, quelques-uns. Enfin, effectivement, le vrac, ça revêt aussi un impact environnemental. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Déjà, de réduire les vracs, c'est faire des économies d'espace. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça va permettre de diminuer la capacité de stockage, hein, et d'en rentrer dans une stratégie de sobriété numérique. Ensuite, intéressant également, c'est que ça va de pair avec l'économie d'espace, mais on va prolonger, la durée de vie de nos dispositifs de stockage, hein, puisqu'on va baisser le volume, de données et on va avoir des dispositifs de stockage qui sont moins sollicités. Troisièmement, également, consommation énergétique qui sera en baisse, puisqu'on a assez logiquement, on baisse nos volumes, donc on baisse notre consommation énergétique. Enfin, également, les transferts de données, puisque en traitant nos vracs, on va peut-être pouvoir mettre en place des formats moins lourds, on va diminuer, les volumes de fichiers à transférer. Donc voilà, donc juste avec ces quelques exemples, ce qui m'intéressait également, de vous montrer, c'est qu'on vous l'a présenté. On a, également le référentiel CERDA et comme vous pouvez voir, juste pour vous donner un petit exemple de chiffre, hein, un mégaoctet dans une GED, hein, pendant 5 ans, ce sera entre 17,7 et 75, grammes de CO2. Donc on voit bien qu'au niveau de l'économie d'espace, en termes de chiffres, il faut absolument pouvoir, réduire la volumétrie, de ces vracs. Donc voilà un petit peu pour, disons, brosser le tableau de ce qu'on pourrait entendre, derrière, vrac numérique. Et vrac de data et surtout son importance, hein, heu, à être diminuée en termes de volumétrie, pour l'impact environnemental. Merci beaucoup Hugo pour cet état des lieux complet. Je vais donner la parole à Chloé Moser. Du coup, au sein de la fabrique numérique des ministères sociaux, vous avez développé les produits Archifiltre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, et ben merci beaucoup pour cette invitation à venir vous parler d'Archifiltre. Alors, je vais juste mettre en affichage partage. Est-ce que c'est bon pour l'affichage? Oui, c'est parfait. Ok, super. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Le sujet des vracs numériques est un sujet effectivement au cœur d'Archifiltre, une suite de 2 outils qui ont été élaborés au sein des ministères sociaux depuis 2018, donc au sein de la fabrique numérique des ministères sociaux avec le soutien du service interministériel des archives de France, des outils qui sont partis du constat des vracs numériques qui s'accumulaient sur les serveurs, avec une image que j'utilise souvent dans les présentations pour montrer que à l'époque du papier, on voyait facilement les armoires, les salles d'archives se saturer et que on avait tendance à ce moment-là à appeler l'archiviste pour venir faire du tri. Or, ce dont on s'est rendu compte aux ministères sociaux, mais évidemment, on sait bien que c'est aussi partagé ailleurs, c'est que sur des serveurs de fichiers, dans des
cloud, dans tout type de stockage numérique, finalement, il est impossible de visualiser l'armoire comme on savait le faire sur le papier. Et donc, on ne sait plus appeler les professionnels de l'information pour aider à désencombrer les espaces qui sont saturés. Et le résultat qu'on illustre par ce petit cercle vicieux du vrac numérique, c'est que on a tendance à faire peu de tri parce qu'on ne matérialise pas que les espaces de stockage augmentent. Le volume augmente progressivement, et plus le volume augmente, et plus on est perdu dans ces arborescences qui peuvent être parfois profondes, anciennes et compliquées à comprendre. Donc le but d'Archifiltre qu'on a commencé à développer en 2018, ça a été quand on est face à cette situation, voilà, de vrac numérique dans le quotidien d'un archiviste confronté au vrac numérique, c'est ça, c'est des arborescences de fichiers reçus qu'on ne connaît pas et dont on ne sait pas comment les attaquer, comment les aborder. Et Archifiltre est venu comme un projet pour justement répondre à cet enjeu de comment aborder, comment comprendre des arborescences de fichiers inconnus et comment s'attaquer à leur tri, déjà leur compréhension, leur identification, et ensuite leur tri, leur élimination, le versement dans des systèmes d'archivage, le cas échéant. Et pour ce faire, j'utilise souvent cette image d'une forêt. Pour parler d'arborescence, c'est une image qui est assez facile, mais c'est aussi parce que c'est assez parlant. Si on voulait décrire une forêt, on pourrait très bien rentrer au cœur de la forêt et commencer à décrire tout ce qu'on a autour de soi. Sauf que si c'est une grande forêt, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et finalement, quand on veut comprendre une arborescence de fichiers, ou la décrire, finalement ça revient aussi à la comprendre. Si on s'attaque à cette arborescence de fichiers en allant dans le détail de l'arborescence, au niveau des fichiers, on va être vite perdu dans cette forêt de documents. Alors que si on prend de l'altitude, si on prend de la hauteur, si on visualise la forêt à un niveau macro, finalement, on va avoir la capacité d'intervenir, de pouvoir comprendre et ensuite venir faire du tri, identifier les éliminables, donner des éléments de contexte pour les documents qu'on souhaite conserver, parce qu'on va comprendre des choses, on va pouvoir le restituer. Et finalement, c'est pour ça qu'Archifiltre a été un projet de développement d'outils de visualisation. On pourra y revenir tout à l'heure dans la discussion, mais au départ, on voulait travailler sur de l'intelligence artificielle, et en fait, on s'est rendu compte que avant l'intelligence artificielle, il nous fallait déjà une étape pour avoir la possibilité de visualiser ce qu'on voulait appréhender, ce qu'on voulait comprendre et donc ce qu'on voulait trier. Du coup, les deux outils de la suite, c'est Archifiltre Doc pour les documents, Archifiltre Mail pour les messageries, uniquement Outlook pour l'instant. Donc, dans les utilisations qu'on peut faire d'Archifiltre au quotidien, comment vous pouvez utiliser cet outil qui est un outil libre et un outil gratuit, hein, vous pouvez le télécharger sur le site librement. Vous pouvez faire de l'audit de serveurs de fichiers ou de messagerie Outlook. Vous pouvez préparer vos traitements de versement. Nous, on s'en sert notamment pour verser dans notre système d'archivage électronique intermédiaire et pour verser aux archives définitives, donc aux archives nationales. On s'en sert beaucoup pour les recherches, quand on a des demandes administratives ou bien quand on a des demandes de chercheurs, parce que dans ces millions de fichiers, c'est compliqué de faire des recherches avec les outils classiques de bureautique, on va dire. Et puis, on s'en sert de plus en plus pour des séquences de cleaning day. Alors ça, c'est un sujet sur lequel c'est très intéressant d'intervenir parce que les services sont de plus en plus sensibilisés à l'impact environnemental du numérique, parce que il n'y a pas que le stockage, mais en tout cas du numérique. Et c'est très chouette en tant qu'archiviste de pouvoir apporter une solution pour les aider, parce que ça fera pas tout la solution, mais en tout cas, ça va les aider à comprendre leurs espaces et du coup à pouvoir les diminuer et donc avoir un effet positif sur l'impact environnemental de leurs documents. Enfin, on s'en sert aussi pour de l'archivage de systèmes d'information de GED et d'espace SharePoint via des exports de bases de données, des exports de GED ou d'espace collaboratif, et on utilise Archifiltre. C'est la prochaine fonctionnalité qui sera livrée dans la prochaine version
pour pouvoir analyser ces espaces et pareil, faire du tri, les comprendre, etc. Donc ça, c'est les utilisations qu'on peut en faire. Pour schématiser l'utilisation d'Archifiltre, donc vous avez pour Archifiltre Doc l'idée qu'Archifiltre vient visualiser le contenu d'un espace de stockage, donc là un serveur de fichiers. Et à partir de cette visualisation, on est capable d'identifier des éliminations, c'est la priorité, c'est ce qui est le plus facile en tant qu'archiviste, c'est ce qu'on a l'habitude de faire aussi dans le papier. Une fois qu'on a éliminé, il nous reste on peut identifier aussi des paquets à archiver, et à ce moment-là, via Archifiltre, on peut les préparer au versement, notamment dans des systèmes d'archivage électronique, ceux du public qui sont utilisés comme Vitamvas ou Azalae, mais ça pourra être évidemment aussi le cas pour des solutions d'éditeurs privés. Et puis, tout ce qui va rester du serveur, on va pouvoir proposer des améliorations de l'arborescence et après le tri, l'arborescence sera plus facile à utiliser, plus confortable pour les utilisateurs. Ça demande un certain travail, mais en tout cas c'est possible. Et voilà le schéma d'utilisation d'Archifiltre. Une petite présentation à l'écran de cet outil si vous ne le connaissez pas, pour vous montrer qu'il est basé sur une visualisation, ce qu'on appelle sous forme de stalactite. Donc l'interface que vous voyez vous permet de visualiser le premier dossier que vous voulez analyser, et à l'intérieur, vous pouvez voir les sous-dossiers qui sont en jaune et jusqu'aux documents qui sont dans différentes couleurs représentant leur catégorie. Donc tout ce qui est traitement de texte, par exemple, ça va être en bleu. Tout ce qui est tableur type Excel, ça va être en vert. Et en naviguant avec la souris et grâce aux métadonnées disponibles, on va comprendre l'arborescence, on va se repérer dedans et on va pouvoir appliquer nos réflexes d'archiviste avec notre connaissance des durées de conservation, des sorts finaux et de tout ce qu'on sait faire dans le papier et identifier les documents obsolètes et qui peuvent être éliminés. Donc voilà très rapidement la présentation de l'interface qui se veut assez intuitive, donc j'espère que ce sera le cas si vous le testez, et si vous avez des difficultés, de toute façon vous pouvez nous consulter. Le deuxième outil, c'est Archifiltre Mail. Le principe est exactement le même, sauf que là on est sur une première version qui n'a donc pas toutes les fonctionnalités comme Archifiltre Doc, mais je reviens pas dessus. Je voulais juste vous montrer l'interface utilisateur qu'on a conçue pour Archifiltre Mail, qui, elle, prend en compte l'impact environnemental lié à la diminution des espaces de stockage, puisqu'on s'est rendu compte que nous, on utilisait beaucoup cet argument. On a voulu l'intégrer dans l'interface utilisateur, et donc quand l'utilisateur clique sur des éléments à supprimer, donc il tag des éléments à supprimer, l'outil propose une conversion de ces volumes en équivalent CO2, et on a aussi converti en kilomètres de TGV grâce à la calculette Mon Convertisseur CO2 qui est développée par une start-up d'État de l'ADEME et qui nous permet d'avoir une visualisation de ce que c'est tant de gigaoctets de fichiers, à quoi ça correspond en équivalent CO2 et du coup à quoi ça correspond dans une unité qui est mesurable par nos cerveaux. Donc bon, c'est des ratios qui sont tout à fait discutables, hein, mais en tout cas c'est pour donner à l'utilisateur une indication sur les volumes qu'il conserve, s'il souhaite les supprimer. Voilà l'impact que ça peut avoir. Donc ça permet d'utiliser cet argument de l'impact environnemental en l'associant à la réalité du travail de la personne. Je terminerai juste sur quelques éléments d'impact d'Archifiltre pour vous illustrer aussi l'impact environnemental au cœur de notre communication, parce qu'en fait, c'est un outil, surtout Archifiltre Doc, qui est quand même très utilisé. Il y a eu beaucoup de téléchargements, beaucoup d'arborescence et de téraoctets de fichiers analysés. Mais nous, notre façon d'afficher aussi nos résultats, c'est de convertir en tonnes d'équivalent CO2 tout ce qui est supprimé grâce à Archifiltre. Et puis ensuite, bon là, vous avez des kilomètres d'avion. Mais c'est toujours cette idée de on stocke des éléments inutiles, obsolètes, redondants. On a beaucoup de doublons, comme le disait Hugo tout à l'heure. Et ben, si on élimine ces éléments, voilà l'impact que ça peut avoir. Le numérique, ce n'est pas que ça comme impact environnemental, mais en tout cas, on a la possibilité d'intervenir pour baisser
cet impact-là. Et Archifiltre nous permet de le visualiser dans Archifiltre Mail. Et l'idée, c'est qu'on l'ait bientôt aussi dans Archifiltre Doc, la visualisation de l'équivalent de CO2 et de l'impact environnemental de nos espaces de stockage. Voilà pour la petite présentation que je voulais vous faire avec donc les éléments les liens dont vous pourrez avoir besoin, donc le site internet, le wiki qui présente la documentation, la façon de nous contacter. Et puis, bien sûr, je reste à disposition pour vos questions tout à l'heure s'il y en a. Oui, il y a des questions très, très précises. Chloé, je ne sais pas si vous voulez que je vous les lise maintenant. Oui, soit on laisse la place au suivant et puis on répond après. Comme là, c'est très précis. Je vais peut-être me permettre de les prendre. Il y en a une qui demande une question, c'est sur la compatibilité d'Archifiltre avec une arborescence Dropbox. Est-ce que les deux sont compatibles? Alors actuellement non, Archifiltre n'est pas compatible sur des offres cloud. L'idée c'est plutôt comme pour SharePoint et Teams de télécharger les documents en local et les métadonnées et de les réassocier après dans Archifiltre. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien direct avec Dropbox. Ok, et alors Chloé, vous verrez dans les questions, ça je vous laisse peut-être répondre, c'est une question vraiment précise sur un problème d'analyse et d'audit. Dans l'onglet questions, vous allez la voir. Sur le nombre de fichiers, une vingtaine d'années de données, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors effectivement, vous n'êtes pas la seule à rencontrer cette problématique. On est en train d'essayer de travailler le sujet pour améliorer la performance et surtout renseigner les utilisateurs en fonction du poste qu'ils ont, quel volume ils arrivent à analyser avec ce poste. Donc là-dessus, c'est quelque chose qu'on espère vous proposer là dans le premier semestre 2024. Et idem pour la compatibilité OneDrive Teams. Alors, OneDrive et Teams et en fait toutes les offres cloud qui sont en ligne. Le problème, c'est qu'Archifiltre, pour l'instant, ne pourra pas s'interfacer directement parce qu'il y a des problématiques d'accès. On ne peut pas s'identifier dans Archifiltre en donnant nos accès sur les outils en ligne tels que des clouds. Du coup, c'est pour ça qu'on est en train de développer la possibilité de télécharger localement les documents et les métadonnées associées et de pouvoir à nouveau les combiner dans Archifiltre pour pouvoir visualiser et donc évaluer le contenu et éventuellement supprimer et conserver ce qui doit être conservé dans des systèmes d'archivage. Mais du coup, vous aurez des actualités à ce niveau-là dans l'année 2024. Merci Chloé. On va passer la parole à Flavien et Quentin de Spark Archive. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelques mots sur Spark Archive, qui vous êtes? Oui, bien sûr, on va faire tout ça. Juste Quentin, si tu peux présenter la slide. Comme ça sera plus parlant. On a préparé aussi tout ce qu'il fallait. Hop. Je peux couper. Ça marche pas? Je partage l'écran. Pardon, je suis en train de chercher. On va partager l'écran, j'arrive pas. Je vais partager. Ok, super, ça arrive normalement. Parfait. Hop, parfait, c'est bon, nickel. Et bien, premièrement, merci à vous pour l'invitation à cette journée sur la digitalisation et la dématérialisation responsable. Donc, comme Sivagami l'a dit, je suis accompagné de Quentin Riac, qui est Product Owner chez Spark Archive. Et donc, on va vous parler rapidement du vrac numérique et vous présenter un peu Spark Archive. Donc, Quentin, juste si tu peux... Donc, vous présenter, donc, comme nous l'a demandé Sivagami, le Spark Archive, qui on est, quel est notre cœur de métier, vous parler un peu plus du vrac numérique, vous présenter également une solution que nous sommes en train de développer, qui sera commercialisée courant de cette année, donc je vous en dirai un peu plus en fin de présentation, et puis passer sur une phase de questions-réponses s'il y en a. Donc, Spark Archive, qui sommes-nous? Spark Archive, c'est une filiale du groupe CLI Group, donc du groupe français CLI Group. Et en fait, CLI Group naît de la volonté de 3 camarades de classe au sein de Polytechnique
de créer une entreprise et de proposer à leurs collaborateurs une aventure humaine. Et dans la fin des années 80, ils se sont dit l'univers de la tech semble porteur, on va se lancer là-dedans et on va pas leur donner tort parce que 36 ans plus tard, on se retrouve avec une entreprise avec plus de 600 clients, plus de 800 collaborateurs au sein du groupe et un chiffre d'affaires consolidé de 114 millions d'euros en 2022 en attendant le chiffre d'affaires 2023. Klee Group, un ADN dans un but premier de répondre à des besoins sur mesure via des développements sur mesure sur certains sujets et notamment sur le secteur public. Et donc, Klee Group est derrière certains sites comme Amélie.fr ou l'application de décompte de vote pour les votes en France. Donc, ça sera peut-être un petit peu grâce à Klee si on arrive à élire notre prochain président. Mais dans tout ça, Spark Archive naît finalement d'un besoin sur le secteur privé et non public cette fois-ci d'un grand acteur bancaire qui avait un besoin de se structurer et de retrouver plus facilement des informations sur son centre d'archives, ses différents centres d'archives. Et donc, Klee Group a répondu par le biais d'une solution sur mesure via une application qui sera finalement la V0.1 de Spark Archive et donc que nous commercialisons depuis plus de 15 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que ces besoins-là, ils étaient transverses à plusieurs secteurs d'activité, et non pas que la banque et l'assurance, mais également les administrations et les collectivités, la santé, l'industrie, le luxe ou le légal. Et donc, on se déploie sur l'ensemble de ces secteurs. Mais on se déploie en France, en Suisse, également au Luxembourg et en Belgique, et on a vocation à s'étendre à l'Espagne, le Portugal et l'Italie au cours de cette année et des prochaines années qui arrivent. Au fil des années, Spark Archive, c'est des projets avec plusieurs grands groupes et plusieurs et belles références, mais on se rend compte que on est vraiment multisecteur et qu'on sait répondre aussi bien à des petites collectivités que des grands groupes ou de grands industriels par le biais d'un panel d'offres complet qui nous permet d'adresser différents besoins, différents sujets et donc de répondre à l'ensemble de ces besoins exprimés par nos clients. Donc, pour parler rapidement du cœur de métier de Spark Archive, qui est l'archivage électronique et l'archivage physique, donc l'archivage hybride de manière plus globale, quels sont les avantages finalement à déployer une solution comme en SAE, comme Spark Archive? Premièrement, c'est d'avoir une gouvernance documentaire, c'est-à-dire organiser et assainir ces informations. Comme l'expliquait Hugo en amont des présentations, on aide à appliquer une règle et un plan de classement complet au sein des entreprises, respecter une gouvernance documentaire au sein du groupe. Deuxième point, garantir la valeur probatoire de vos documents, ce qui va vous aider à respecter certaines réglementations et donc réduire vos risques juridiques lors de contentieux notamment, au travers de certains processus spécifiques qui vous permettent d'assurer la valeur probante de vos documents. Troisième point, ça va être rendre accessibles vos documents à tout moment sur une interface unique. L'avantage d'un système SAE comme Spark Archive, c'est que c'est une solution interopérable qui va pouvoir se connecter avec plusieurs de vos outils. Et on l'a vu durant cette phase un peu Covid et post-Covid, les solutions et les outils se multiplient en entreprise. On a de plus en plus de mal à retrouver nos informations. Et donc, la nécessité de se retrouver avec une interface unique pour retrouver ces documents facilite la recherche et l'accessibilité à vos documents. Et dernier point, c'est le point pour assurer la pérennité, la sécurité et la confidentialité de vos documents au travers du SAE qui va vous permettre, via la conversion de documents, de pouvoir pérenniser la lecture de vos documents et de vos archives plusieurs années après, plusieurs décennies après même, et donc ne pas perdre ces documents et donc sécuriser vraiment votre patrimoine et vos documents. Ouais. Rapidement, un aperçu du cycle de vie documentaire. La vie du document va forcément passer par la création du document, la validation du document et donc ce qui va résumer l'usage courant d'un document. Tout ça a plutôt vocation
à venir dans une JED en gérant les versionning et ce genre de choses. Et puis, au moment de la validation du document, il faut, pour répondre à certaines réglementations, le déposer dans un système qui vous garantit la valeur probante d'un document et donc un logiciel comme Spark Archive. Pour en revenir au sujet de cette présentation qui est le vrac numérique, on se rend compte que le vrac numérique peut s'appliquer à l'ensemble de ce vide documentaire, aussi bien au début de la vie d'un document parce qu'on va y créer des versions, etc. ou au milieu et en fin de document parce que on l'aura soit mal renommé, soit stocké à un certain endroit, on s'en rappelle plus, est-ce qu'on a déjà un doublon, etc. Et donc le vrac va englober l'ensemble de ce cycle de vie documentaire. Et je vais laisser la main à Quentin pour vous parler un peu plus précisément du vrac. Oui, merci Flavien. Donc notre produit aujourd'hui, pour répondre au traitement du vrac, il va passer par différentes phases. La première phase est une phase d'injection. Donc bien sûr, c'est de déposer l'ensemble des documents électroniques sur le produit pour qu'on puisse traiter le vrac. La deuxième phase est une phase de définition qui est plutôt une phase utilisateur. Le but étant de pouvoir modifier le mapping de regroupement des métadonnées ou encore de pouvoir mettre à jour les règles d'exclusion des fichiers dits inutiles comme des fichiers temporaires ou des fichiers de cache. La phase d'extraction, elle, est plutôt une phase automatique qui va permettre d'extraire l'ensemble des informations importantes des documents électroniques, notamment les métadonnées, les propriétés, également le contenu. À cela, on va pouvoir calculer l'empreinte numérique associée justement à chaque document. La phase d'analyse est une phase également automatique qui va permettre d'apporter des informations complémentaires au document. On a tout d'abord le regroupement des métadonnées qui est établi à partir du précédent mapping mis en place. Parce qu'il faut savoir que pour une même information, par exemple l'information créateur, on aura des métadonnées différentes en fonction des formats de fichiers. Par exemple, la plupart du temps, on utilise dc.creator, mais pour des formats, des versions, par exemple, de PDF, on peut avoir du doc.pdfinfo.creator. Donc le but, c'est de les regrouper sur une seule métadonnée qui est parlante pour les utilisateurs, afin que quand vous recherchez créateur, on va vous remonter l'ensemble des documents associés directement. On va également avoir de la détection de la langue pour simplifier la reconnaissance des documents en fonction de la langue et l'identification des doublons. Enfin, on a une phase d'affichage et de classement qui est une phase cette fois utilisateur. Le but est de permettre aux utilisateurs de pouvoir visualiser, télécharger, filtrer ou encore trier selon différents axes. Vous pourrez également associer des étiquettes pour justement annoter un certain nombre de documents. Vous pourrez attribuer des collaborateurs. Donc, si jamais vous voulez travailler à plusieurs sur le vrac, parce que c'est un travail quand même qui est assez complexe et volumineux, ça vous permet d'attribuer un ensemble de collaborateurs pour que chacun puisse potentiellement prendre une partie du vrac. Et enfin, on peut les associer à des classeurs. Le classeur est un peu un regroupement de documents qui auront à la fin un traitement un peu unifié. L'étape de traitement aujourd'hui, ça va être de permettre de faire un rapport qui contient l'ensemble des préconisations que vous aurez mis durant le traitement du vrac. Et la récupération, c'est la récupération de ce rapport et avec les préconisations ainsi que les documents électroniques associés. Voilà, donc ça c'est un peu pour la phase. Nous avons, pour vous faire une démonstration du POC, donc il faut savoir que c'est un POC que nous utilisons aujourd'hui pour faire des tests et des analyses de fond, mais que le produit qui sortira au cours de l'année en juin, lui, il sera revisité. Donc là, nous avons une liste de vrac, vous pouvez accéder dessus. Vous avez plusieurs classeurs. On va accéder au classeur des documents à trier. Vous avez des bannières que vous pouvez replier. À gauche, vous avez un ensemble de filtres, notamment sur les mots-clés, qui correspond un peu au regroupement que je vous ai parlé. Donc là, on va rechercher les documents qui sont associés au terme de vie. Et on va pouvoir les sélectionner pour appliquer une action. Par exemple, on va attribuer un tag, on va dire que ce document, on souhaite le détruire. Vous pouvez également enlever un tag en cliquant directement dessus. Et à partir de là, réinitialiser les feeds pour revoir une vision complète. À droite, vous avez plutôt des visions selon différents axes. Par exemple, vous pouvez afficher les formats de fichiers, les ordonner par poids ou par nombre de fichiers et appliquer une action complète sur directement un format entier. Par exemple, si vous voulez classer des images et avoir un traitement particulier, on peut les associer à un classeur dédié qu'on va appeler images et comme ça, on va pouvoir sortir ces PNG des éléments à traiter. Vous avez aussi la vision mots-clés. Donc là, on va avoir des cartographies directement par rapport aux mots-clés. On va par exemple pouvoir chercher les mots-clés associés aux spécifications et faire une action pour, par exemple, dire on souhaite les archiver à terme. Donc on va créer un nouveau tag à archiver, parce qu'il n'existe pas pour le moment. Et une fois qu'il est créé, on va sélectionner à archiver pour pouvoir les associer directement à ce mot-là.
Enfin, vous pouvez avoir la représentation par tag. Donc, on retrouve les 2 tags créés précédemment, à détruire et à archiver, ou par poids, si vous voulez trier les fichiers en fonction de leur taille, léger, moyen ou lourd. Et à gauche, vous avez bien sûr d'autres types de critères de filtre. Par exemple, le format de fichier. On peut retrouver tout ce qui concerne du PDF pour pouvoir faire une action unifiée si jamais dessus. Donc là, on va par exemple créer un nouveau tag. Si un nouveau collaborateur, il va créer le tag destruction. Bon, même si ça n'a pas forcément de sens de vouloir détruire tous les fichiers PDF. Voilà. Et là, hop, automatiquement, l'ensemble des documents sont associés au nouveau tag destruction. Enfin, la dernière vision qui est disponible actuellement, c'est une vue par hiérarchie, pour avoir comme un explorateur Windows. On peut parcourir à l'intérieur des différents répertoires. Et on voit qu'on a un code couleur ou une taille différente des tuiles en fonction justement du nombre de fichiers ou de la taille occupée par ces fichiers. Et enfin, on peut accéder à d'autres classeurs. Par exemple, on a un classeur intitulé doublons qui va contenir l'ensemble des doublons associés. Vous pouvez bien entendu utiliser des critères de filtre pour retrouver des documents qui ont des doublons en fonction d'un critère. Donc là, on affiche tous les documents qui ont des doublons associés à facture et on retrouve les différents chemins associés à ces duplicata pour pouvoir opérer par la suite des actions différentes en fonction. Au niveau des tags, vous allez pouvoir les administrer. Donc on a vu tout à l'heure que quelqu'un a créé un tag destruction alors qu'il en existait déjà un. On va pouvoir les fusionner en un seul pour destruction par exemple, et après on les merge pour que l'ensemble des documents soient associés à ce nouveau tag automatique. Et en termes de dernière action, vous avez bien sûr la possibilité d'exporter dans un format Excel le rapport avec les différentes préconisations, tags associés, etc. Voilà pour la démonstration. Tu veux reprendre un... Yes. Merci Quentin, tu peux remettre la prise si tu veux. Ouais, tu peux juste repartager l'écran, ça va. Ça va vraiment. Hop, ça... Donc merci Quentin pour la démonstration de ce POC de l'outil. Donc rapidement en résumé, donc Quentin l'a énoncé pendant sa démonstration. L'objectif sur cet outil, c'est de le commercialiser une première version en juin 2024. Qui sera donc en mode service, donc en pur SaaS, sur des hébergements français. Et bien évidemment, les utilisateurs bénéficieront des mises à jour et des corrections et bien évidemment des évolutions de cet outil de manière automatique et régulière via des mises à jour. Donc rapidement sur l'organisation en interne sur ce POC, on a une équipe dédiée qui est axée sur le développement de cet outil et qui se concentre sur le vrac numérique et donc également qui s'appuie sur notre lab d'innovation en interne au sein de Spark Archive. Donc voilà pour un résumé rapide de ce que nous a présenté Quentin et des détails un peu plus techniques. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup Quentin et Flavien, pardon. J'ai une petite question pour vous, peut-être Flavien et Quentin. Quels sont un peu les grands blocages au sein des organisations pour un traitement efficace des vracs? Est-ce que elles ont conscience quand même des défis liés à la digitalisation? Le principal point de blocage finalement pour un traitement efficace des vracs numériques, il va pas se situer au niveau de la stratégie, il se situe justement au niveau de la stratégie et de la gouvernance des données. Quand cette dernière elle est mal définie ou mal structurée, ça peut entraîner quelques problèmes de cohérence et de conformité. Et donc il va falloir essayer de mettre en place une gouvernance efficace. Ça sera vraiment essentiel pour assurer la fiabilité des données. Et donc, on peut avoir d'autres points de blocage comme des problématiques liées à la sécurité ou à des confidentialités de données. Mais vraiment, le premier point, ça va être de définir une bonne stratégie globale sur cet enjeu. Ok. Et Chloé, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure. Je voulais revenir sur l'intelligence artificielle. Quel rôle a joué cette technologie dans le traitement des vracs? Peut-être vous, Chloé, d'abord, et puis peut-être Flavien et Quentin, si vous avez quelque chose à dire.
Moi, je voudrais dire qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle est pas que dans du traitement automatique de données. Par exemple, la visualisation, ça utilise aussi de l'intelligence artificielle. Nous, le choix qu'on a fait de proposer de la visualisation, c'est de nous permettre de faire, pour pouvoir automatiser des tris sur des documents, il fallait d'abord que les archivistes soient capables de commencer à trier. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait qu'on s'attaque à cette problématique et qu'après, on soit capable d'automatiser les tris qu'on commençait à faire. C'est pour ça qu'on a choisi de faire de la visualisation et pas tout de suite de l'analyse automatique et de la détection automatique de doublons et d'éléments à supprimer. Et puis, je voudrais faire une deuxième réponse sur la notion d'intelligence artificielle, c'est que quand on a commencé en 2018, on s'est rendu compte que sur un sujet comme l'élimination de documents, les archivistes et les responsables n'étaient pas encore prêts à faire confiance à des intelligences artificielles pour supprimer leurs données, et que le passage par un professionnel de l'information pour valider les propositions d'élimination, c'était important. C'est pour ça qu'on a proposé plutôt un outil d'aide à la décision, et que quand on se posera la question d'utiliser l'intelligence artificielle pour le tri, il faudra quand même bien se poser la question de la confiance, de savoir comment on crée la confiance sur de la destruction de documents potentiellement avec une valeur légale importante. Donc ça, c'est la façon dont on a répondu à cette problématique il y a quelques années. Moi, je vois qu'en 2024, on n'y répondrait sûrement pas de la même façon, mais ça me paraissait important de vous en parler pour aussi nuancer ce que l'intelligence artificielle va nous apporter, c'est évident. Et sur le sujet de l'IA, j'aimerais juste rajouter deux points qui nous semblent importants avec Quentin. C'est que l'IA, elle peut prendre une place importante sur la notion des vracs numériques. Par exemple, elle va vous permettre de la recommandation de classement, de l'identification de documents, comme le disait Chloé, mais qu'elle reste une aide à la décision et que le décideur restera in fine l'humain. Et donc, vraiment, c'est ce qu'on dit souvent, hein, mais vraiment voir l'IA comme un outil et pas comme quelque chose qui va remplacer tous les systèmes et tous les hommes. Non, on restera quand même maître de ces données et décideur. Donc voilà le premier point à soulever. Et deuxième point, plus en lien avec l'éco-responsabilité, mais aujourd'hui, on sait que les IA génératives, elles sont très gourmandes en ressources matérielles, et donc on attend un peu dans les prochaines années des optimisations sur ces points pour justement trouver un bon équilibre en proposant des modèles qui seront performants, mais également économiques d'un point de vue écologique et énergétique. Donc voilà les deux sujets sur lesquels on voulait insister. Et justement sur cette question de la gestion des données et de la question de la responsabilité environnementale, est-ce que c'est vous sentez que c'est une préoccupation de vos clients, des organisations qui vous sollicitent? Allez-y Chloé, c'est vous. Oui, je voulais dire que non seulement c'est une préoccupation, mais c'est même devenu une obligation de se questionner sur ces sujets. Le fait, en tant que professionnel de l'information, d'arriver avec des solutions pour évaluer l'impact qu'on peut avoir sur le stockage des données et diminuer cet impact, c'est un atout qui est pas indéniable. Hein. Je pense qu'il faut pas hésiter à se servir de ce levier pour faire identifier notre expertise, notre connaissance et nos habitudes de travail. Nous, dans les ministères, en tout cas, on nous incite à définir des indicateurs de nos activités, et parmi les indicateurs, il y aura l'indicateur de la diminution de nos espaces de stockage. Ok, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Flavien ou Quentin. Nous, sur le métier d'archivage, on a aussi beaucoup de demandes aujourd'hui de clients pour notamment archiver sur du stockage à froid, parce qu'on sait que sur des bandes magnétiques, on est moins énergivore que sur des bandes standards, sur du stockage standard comme on peut avoir. Donc justement, ça rejoint un peu le vrac sur le fait de se dire quels sont les documents aujourd'hui qui vont très peu être sollicités et qui n'ont pas de vocation à sortir régulièrement pour justement les mettre sur du stockage à froid. C'est aussi ce sujet un peu qui revient régulièrement quand même. Mais on se rend bien compte que ça devient aujourd'hui un enjeu, et plus réellement une stratégie, mais vraiment un enjeu sur ces aspects-là, comme on a pu le voir. Enfin, nous, on peut le voir au quotidien sur les différents appels d'offres auxquels on répond
c'est vraiment une préoccupation et un enjeu pour nos clients de mettre en place des stratégies plus RSE. Et pour finir sur un exemple un peu plus parlant de très grands groupes mondiaux, on a pu le voir avec Apple lors de sa dernière keynote, qui a présenté la toute dernière Apple Watch, qui est le premier produit Apple neutre en carbone, et qui pour eux marque une étape majeure sur leur objectif en fait d'atteindre une neutralité carbone sur tous leurs appareils d'ici 2030. Donc on se rend compte que oui, à petite échelle, sur des plus petites collectivités, etc., c'est des enjeux, mais également sur des très grands groupes. Et donc, on remarque en effet cette généralisation de cet enjeu majeur. Ok, alors j'ai une toute dernière question et après, promis, Hugo, je te laisse la place pour commencer ta prochaine conférence. Mais je voulais savoir un peu les 2-3 indicateurs à surveiller, à suivre quand on met en place une stratégie de traitement des vracs. Est-ce que chacun, vous pouvez nous donner voilà ces 2-3 indicateurs à surveiller? Je veux bien commencer. Alors nous, ce sera le volume de données total présent sur les différents espaces de stockage. On va aussi calculer le deuxième indicateur, c'est la part qu'on va supprimer, donc soit un pourcentage, soit un volume également. Et puis le troisième indicateur qu'on utilise, ça va être la conversion de ce volume supprimé en équivalent CO2, éventuellement en un chiffre via impact CO2 qui sera un petit peu plus compréhensible. C'est ce qu'on utilise en tout cas. Oui, Vas-y, si tu veux. Oui, je pense que nous sommes du coup exactement en phase. C'est les deux indicateurs qui nous semblent principaux. Le travail va être assez long. Il y a beaucoup de, comme on disait, entre les sources qui sont différentes, le volume de données important, le travail va être assez conséquent. Donc en effet, le premier indicateur est de montrer justement un avancement aux différents collaborateurs, pour pas qu'ils voient que ce qu'ils font n'avance pas du tout. Donc il y a ce premier indicateur qui est très important. Et le deuxième, c'est du coup justement avec la thématique du jour, c'est de montrer quel impact on peut avoir par rapport aux prises de décision qu'on va faire sur le traitement du vrac, quel impact ça va avoir justement sur l'empreinte numérique. Donc voilà, on est tout à fait en phase. Ça marche. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette conférence. Hugo, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, sinon tu peux prendre la main. Okay, écoute, merci beaucoup Sivagami, c'était très bien. Je pense que je vais pouvoir continuer sur ça marche. Merci Flavien, merci Chloé, merci Quentin pour votre participation. Et puis pour ceux qui nous regardent, restez connectés pour la prochaine conférence. Merci à tous.